souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la prise en charge des victimes de violences conjugales. Ce webinaire va être enregistré et en participant, vous donnez votre accord. La formation d'aujourd'hui est organisée par le cabinet de la secrétaire d'État au logement et à l'égalité des chances, Madame Benamou. Elle constitue une étape importante dans un processus visant à améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales, et ce grâce à un projet de pharmacie relais. Les pharmaciens ont certes toujours été en première ligne face à ce fléau, mais prenons un moment pour nous rappeler d'où nous venons. Avant le lancement de ce projet, les pharmaciens confrontés à une situation de violence conjugale ne pouvaient, pour ainsi dire, compter que sur leur bonne volonté pour prendre en charge les victimes. Aucune procédure n'était prévue pour les guider et leur permettre d'assumer cette mission en toute sécurité. L'idée de créer le mot de code masqué 19 au plus fort de la première vague a constitué une première avancée bienvenue au moment où le besoin s'en faisait le plus sentir. Le premier confinement a, rappelez-le, constitué un moment particulièrement dangereux pour les victimes. Elles se retrouvaient bien souvent confinées avec leurs agresseurs qui risquaient de devenir encore plus violents qu'en temps normal. Il était donc d'autant plus crucial de doter les victimes d'un code leur permettant de demander l'aide en toute sécurité. Il fallait cependant aller plus loin. Les pharmaciens avaient également besoin d'un outil pour pouvoir offrir à chaque victime une prise en charge adaptée à la situation. La brochure « Violence conjugale, comment orienter les victimes en tant que pharmacienne » qui vous sera présentée ce soir a été développée dans ce but. Elle contient toutes les informations dont le pharmacien a besoin pour assister efficacement les victimes et les renvoyer, si nécessaire, vers des structures adaptées. Sa distribution dans les officines bruxelloises en juillet de cette année a ainsi constitué le second pilier du projet de pharmacie relais. Mais nous pouvions encore faire mieux. Les violences conjugales constituent un sujet complexe et une brochure, si bien réalisée soit-elle, ne peut répondre à toutes les questions. Le cabinet de la secrétaire d'État l'a heureusement très bien compris et a décidé d'organiser cette formation. Ce webinaire a une vocation pratique. Il doit vous servir immédiatement et concrètement. Nous avons donc volontairement évité les longs discours théoriques pour vous laisser suffisamment de temps aux échanges. Vous pourrez donc poser toutes vos questions à Madame Yamina Zaza du Centre de prévention de violences conjugales et familiales. Avant cela, nous aurons l'opportunité d'écouter la secrétaire d'État, Madame Benamou, et d'assister à la présentation de la brochure dont je viens de vous parler. Bref, tout un programme. Avant de conclure, j'aimerais remercier la secrétaire d'État, les membres de son cabinet, ainsi que nos partenaires de Bruxelles Prévention et de Sécurité. Leur engagement a permis le développement d'un projet socialement utile qui améliorerait grandement l'assistance à des personnes en danger. Il me semble que j'ai assez parlé et je laisse donc dès à présent la parole à Madame Benamou, la secrétaire d'État Benamou, s'il vous plaît. Merci Madame Herzé, bonsoir à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous ce soir. Je ne pourrai malheureusement pas rester tout au long de la présentation parce qu'on est en conclave budgétaire et on commence dans 5 minutes. Mais vous avez Florence Wautelet et Mélina Van Den Borre qui vont vous accompagner tout au long de la présentation. Alors, il y a un peu plus d'un an et demi, eh bien, nous entrions dans ce qui allait être une pandémie mondiale aux conséquences inédites, mais surtout dévastatrices. Et pour faire face à cette situation incontrôlable, eh bien, une solution radicale s'est imposée, le confinement qu'on a difficilement vécu toutes et tous. Et du jour au lendemain, eh bien, des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées confinées chez elles, avec très vite un effet collatéral observé et dénoncé par les organisations féministes, une augmentation des cas de violence intrafamiliale, avec en première ligne les femmes. 92% des victimes qui appellent la ligne d'écoute violence conjugale sont
des femmes. Selon l'étude réalisée par l'Observatoire bruxellois de la prévention et la sécurité sur la période du premier confinement, les demandes d'aide aux associations pour des cas de violence intrafamiliale ont augmenté de manière exponentielle durant cette période, avec un pic de 3284 appels sur la ligne écoute violence conjugale en avril 2020 et plus 46% d'appels reçus en journée en mars 2020 par rapport à mars 2019. En plus de l'augmentation des appels de demande d'aide, les demandes d'hébergement ont également connu une forte hausse. Le Centre de prévention des violences conjugales et familiales, dont la co-directrice Yamina Zaza est présente aujourd'hui et que je remercie vivement pour tout son investissement, a ainsi enregistré une hausse de 253% des demandes d'hébergement formulées lors des appels sur la ligne d'écoute par rapport à la même période en 2019. Donc, c'est dire l'augmentation. Les différents facteurs qui mènent à cette augmentation sont évidents. Cohabitation contrainte, stress lié au confinement et aggravation des troubles mentaux, promiscuité exacerbée et échappatoire difficile. Et face à cette situation, nous ne sommes pas restés inactifs. Le gouvernement bruxellois ainsi que le collège de la COCOF ont lancé diverses initiatives pour améliorer les dispositifs de détection et d'assistance, notamment la mise à disposition de places supplémentaires d'hébergement d'urgence pour les victimes de violences intrafamiliales. Et à mon initiative, une task force intra-bruxelloise, violence conjugale et confinement, a été mise sur pied pour instaurer un contact permanent entre les associations de terrain et les pouvoirs publics et garantir la meilleure réactivité possible et la mise en œuvre de solutions concertées dans le contexte de la crise sanitaire. Le confinement ayant accentué l'isolement des victimes et la difficulté d'accès aux services d'aide, une initiative est née en Espagne pour impliquer les pharmacies, services de proximité de première nécessité restés accessibles en période de confinement, et en faire des relais pour les victimes en danger chez elles. Et les femmes pouvaient ainsi commander un masque 19 chez le pharmacien et ce code était compris comme le signal d'un danger et une invitation à contacter les autorités. Et ce dispositif, il a trouvé écho chez nous via le Parlement de notre région en date du 11 mai 2020, qui a demandé la mise en place d'un mécanisme similaire à Bruxelles. Et c'est ainsi que nous avons pris contact avec l'UBP qui a accueilli ce projet, je dois dire, avec beaucoup d'enthousiasme. Et cette mesure a été reprise ensuite comme une action à part entière aussi du plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes qui a été adopté en juillet 2020. Et je suis très fière de pouvoir vous présenter le résultat atteint qui prend la forme de la brochure explicative qui va vous être présentée dans quelques instants par mon équipe. Nous avons pris le temps de réfléchir collectivement avec les services de police, les associations de soutien aux victimes et les représentants des pharmaciens pour construire un outil pragmatique, adapté au rôle de conseil des pharmaciens qui dépasse le cadre de l'appel à l'aide en cas d'urgence et outille véritablement les pharmaciens pour orienter les victimes vers les services d'aide à leur disposition. Et avec cette brochure, nous avons un outil de plus pour soutenir les victimes, les femmes, pour qu'elles ne restent pas seules face à la violence. Je tiens sincèrement à remercier tous les acteurs qui ont collaboré et surtout Madame Herzl qui a été un réel moteur dans ce projet. Et je vous remercie également, vous qui êtes présents aujourd'hui, pour votre engagement aux côtés des victimes. Je vous remercie infiniment et à très bientôt, je l'espère. Merci. Merci. C'est Madame Zaza qui fait le Non, suivant. c'est voilà. Merci C'est beaucoup nous. à la secrétaire d'État. Bonne réunion. Au revoir. Ça va être donc ma collègue Mélina Vandenborg et moi-même. Donc, nous sommes les collaboratrices de la secrétaire d'État en charge de l'égalité des chances qui allons vous présenter à présent cette brochure. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne parle pas trop fort pour éviter de réveiller mon bébé à l'étage. Ok. Je vais vous partager la version PDF de la brochure. Est-ce que vous voyez ce que je partage? Oui, super. Par contre, du coup, je ne vous vois plus. Donc, s'il y a des questions, ne levez pas la main, mais interrompez-moi directement. Comme ça, je suis sûre de ne pas
loupé le coche. Donc, nous allons passer en revue assez brièvement cette brochure, puisque comme l'a dit Madame Herzl, avant tout, c'est de votre côté qu'on a besoin d'avoir un retour et pouvoir répondre au mieux à vos questions. Donc, cette brochure s'inscrit dans un cadre global qui vise à faciliter l'accès à l'information et à l'aide pour les personnes qui sont victimes de violences et qui se retrouvent souvent dépourvues de ressources, dépourvues d'informations et tout simplement dépourvues d'aide. Et par ce nouveau dispositif, nous souhaitons faire appel à vous toutes et tous, qui vous êtes acteurs de proximité, acteurs de première ligne, et qui avez pu au fur et à mesure instaurer un climat de confiance et de confidentialité avec les personnes qui se présentent quotidiennement au sein de votre officine. Alors, pour orienter correctement une personne, il faut d'abord pouvoir comprendre ce qu'elle vit et identifier la situation de violence. J'oublie d'avancer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une situation de violence? Alors, c'est souvent beaucoup plus complexe et beaucoup plus protéiforme que ce qu'on peut penser. Et donc, on aime se rattacher à une définition plus officielle qui reprend tous ces aspects correctement et qui indique que les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre, qui comprennent des agressions, des menaces, des contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, qu'elles soient répétées ou amenées à se répéter et qui portent atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Donc, on dépasse largement le cadre qu'on peut avoir comme image assez stéréotypée qu'on peut voir dans la presse, dans les médias ou dans les films. Ça va bien plus loin que cela et ça peut parfois être bien plus insidieux et bien plus caché que cela. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le phénomène des violences conjugales, dans la brochure, vous avez un site francophone et un site néerlandophone qui reprend vraiment énormément d'informations que je propose de ne pas revoir ce soir afin de rester dans un mode le plus dynamique possible. Et alors voilà, venons-en au cœur de la brochure. Ce qu'on vous propose, vous, en tant que professionnel, c'est d'orienter en fait les victimes qui en expriment le besoin ou d'où vous percevez les signes de détresse. Donc, il ne vous est pas demandé, et ça c'est très important, ni même d'ailleurs conseillé de gérer directement une situation de violence, mais bien d'orienter la victime vers les services adéquats. Alors, pour identifier ses besoins, il faut d'abord, bien sûr, instaurer un climat de confiance avec la personne, poser quelques questions de bon sens, être dans une posture d'écoute active et bienveillante et sans jugement. S'il y a une situation d'urgence, elle vous apparaîtra assez facilement dans le discours de la personne. Alors, bien sûr, il peut y avoir des traces physiques éventuelles. Et dans ce cas-là, comme la brochure le reprend et comme la police souhaite vraiment que le message soit passé, la seule solution en cas d'urgence, c'est le 101. Mais bien sûr, tout ceci doit aussi pouvoir se combiner avec votre rôle de confiance et de confidentialité. Et donc, la victime, la plupart du temps, doit émettre son accord pour que les services de police puissent être prévenus. Bien entendu, ça ne s'applique pas si la situation vous semble grave ou qu'il y a un danger immédiat. Dans ce cas-là, vous avez bien entendu le droit, voire même l'obligation de contacter les services de secours avec ou sans l'obligation donc de la personne. Donc, on résume, il y a une situation d'urgence, il faut contacter les services de police si la personne le demande, si vous êtes témoin ou si quelqu'un est en danger. Dans les autres cas, il vous faut l'accord de la personne pour pouvoir contacter les services de police. Alors, ma collègue Mélina va à présent passer en revue les différents types de services qui sont disponibles en région bruxelloise, que ce soit en français ou en néerlandais, pour la prise en charge de ces personnes victimes de violences. Ah oui, je dois allumer mon micro, sinon ça va pas aller. Voilà, donc on l'a vu. Donc, tout d'abord, s'il y a une situation d'urgence, donc le premier réflexe, c'est d'appeler la police. Après, s'il n'y a pas de situation d'urgence, ou alors que l'urgence a déjà été signalée à la police, vous pouvez dans tous les cas orienter les victimes vers une ligne d'écoute gratuite dédiée aux violences conjugales. Donc, il en existe deux grandes sur Bruxelles. Donc, il y en a une francophone et une néerlandophone. Donc, la ligne francophone, c'est la ligne écoute violence conjugale. Donc, c'est une ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, le numéro est dans la brochure, c'est le 0800 30 030. Il y a aussi un site internet lié à cette ligne d'écoute
sur lesquels il est possible aussi de discuter avec un professionnel et de poser des questions via un chat. Donc le chat, il est opérationnel 20 heures semaine. Donc ça, c'est pour la ligne francophone. Il y a un pendant néerlandophone, donc c'est le numéro 1712, qui lui n'est pas accessible 24 heures sur 24, c'est du lundi au vendredi 9h, 18h. Et il y a aussi un chat qui fonctionne sur le site 1712.be, c'est du lundi au jeudi de 13h à 20h. Donc ces deux lignes, elles ont le même principe général, hein, sont des services d'écoute et d'aide destinés principalement aux victimes de violences, mais elles peuvent aussi servir à orienter les professionnels, les témoins et même les auteurs. Vous pouvez, si la victime vous le demande, prendre déjà un premier contact sur l'une de ces lignes pour elle. Alors, si vous êtes confronté à une personne qui est manifestement victime de violence, mais qui ne maîtrise correctement ni le français ni le néerlandais, alors ce que vous pouvez faire, c'est la réorienter vers le site du projet européen Access. Donc, toutes les coordonnées de ce site sont reprises dans la brochure. Donc, c'est un projet, en fait, qui a pour but de faciliter l'accès à la prise en charge et d'offrir un soutien aux femmes migrantes qui seraient victimes de violences. Donc, il est accessible dès l'entrée en 5 langues différentes. Donc, il y a français, anglais, néerlandais, espagnol et arabe. Et alors, sur ce site, il y a une cartographie de tous les services d'aide disponibles en Belgique. Et il y a aussi un chat où il est possible de laisser un message, soit écrit, soit audio. Et là, dans une liste de langues qui est encore plus large que les 5 langues que je vous ai énoncées. Et donc, suite au message, la personne est rappelée par quelqu'un qui parle sa langue. Donc ça, c'était pour la prise en charge téléphonique ou par mail. Bon, au-delà de ça, il existe aussi des centres qui fournissent des services d'assistance aux victimes qui sont plus larges que simplement l'écoute téléphonique ou l'orientation par téléphone ou par mail. C'est le cas notamment du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Donc nous avons donc Madame Yamina Zaza, que je remercie, qui est avec nous et qui pourra répondre par la suite à d'éventuelles questions qui seraient plus spécifiques. Donc ce centre, en plus d'un accueil téléphonique et physique, il offre différents services, donc des entretiens individuels ou en couple, une assistance administrative et sociale pour les femmes qui voudraient quitter un conjoint violent. Et puis, il gère aussi un hébergement avec une adresse secrète pour les victimes de violences avec ou sans enfants. Donc, toutes les coordonnées du centre sont dans la brochure. Après, pour les victimes néerlandophones, vous pouvez les orienter vers le CAW ou le Centrum Algemeen Welzijn de Bruxelles. Donc, c'est un centre qui offre toute une série de services liés au bien-être des personnes, compris au sens large du terme. Donc concrètement, c'est un centre qui peut intervenir pour des problèmes financiers, des problèmes juridiques, des problèmes relationnels, et qui a aussi une expertise en matière d'accompagnement des victimes de violences. Et en plus, il gère une série de refuges accessibles aux personnes dans le besoin, et notamment aux victimes de violences conjugales. Donc, il y a des CAW en Flandre et à Bruxelles. Et pour Bruxelles, il y a 3 antennes, donc une à Jette, une à Anderlecht et une à Bruxelles-Ville. Donc, c'est un centre qui est accessible en semaine, donc 9h, 17h, et par téléphone ou par mail, et alors qu'il s'engage à répondre dans les 2 jours. Après, si la personne a vraiment besoin d'un hébergement d'urgence, donc tout de suite, vous pouvez toujours faire appel au SAMU social. Donc, c'est un service bilingue qui a une permanence téléphonique qui est accessible 24 heures sur 24. Donc, ça, les coordonnées sont aussi dans la brochure. Dans le cas spécifique d'une agression sexuelle, donc si elle vient de se produire ou si elle s'est produite récemment, donc moins d'1 mois, alors le mieux, c'est d'orienter la personne vers le CPVS, donc le Centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Donc c'est un centre multidisciplinaire qui est spécialement dédié à l'accueil des personnes qui ont subi une agression sexuelle. Donc à Bruxelles, il est situé, il est logé au sein du CHU Saint-Pierre. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, la victime peut recevoir des soins médicaux, avoir un soutien psychologique. Elle peut aussi procéder à des examens médico-légaux qui pourront servir à récolter des preuves qui permettront ensuite de retrouver l'agresseur et de permettre des poursuites judiciaires.
Et alors, il y a aussi la possibilité de porter directement plainte auprès d'un inspecteur ou une inspectrice de police qui est spécialement formée sur ces questions. Sinon, en cas de violence sexuelle, il y a aussi la ligne d'écoute violence sexuelle, donc, ou SOS Viol, c'est la même chose. Donc là, c'est également une option, donc pour les personnes qui recherchent plutôt une écoute dans un premier temps, ou alors dont l'agression est plus ancienne. Alors, il se pourrait aussi que vous soyez confronté à des auteurs de violences qui recherchent de l'aide. Dans ce cas-là, pour les francophones, vous pouvez aussi les orienter vers la ligne écoute violence conjugale, donc, qui est aussi disponible pour conseiller les auteurs de violences. Et sinon, il existe aussi une ASBL qui s'appelle Praxis, qui est une ASBL qui est spécialisée dans l'accompagnement des auteurs de violences conjugales en Belgique francophone. Donc, cette ASBL, elle propose aux auteurs de faire un travail de réflexion en groupe. Donc, c'est des groupes non mixtes, hein, donc soit des hommes, soit des femmes. Et bon, c'est le travail en groupe qui est privilégié parce que ça permet une forme de responsabilisation. Donc, le fait de parler avec d'autres personnes qui ont en commun cette violence conjugale, ça facilite les échanges au sujet de la violence et ça permet de prendre du recul par rapport notamment aux croyances que ces personnes considèrent qui peuvent justifier la violence. Donc voilà, c'est un cycle de 42 heures et après avoir suivi ce cycle-là, la personne peut encore bénéficier d'un suivi individuel. Ça, c'est en Belgique francophone. Et alors, pour les néerlandophones, vous pouvez de nouveau les renvoyer vers le 1712, qui prend également en charge les auteurs de violences. Donc, pour terminer dans la brochure, vous avez un arbre décisionnel, hein, donc, qui récapitule comment vous pouvez agir dans les différents cas de figure. Donc, concrètement, le résumé, c'est si vous avez une victime qui se présente, il faut d'abord évaluer s'il y a urgence, si la victime est en danger. Dans ce cas-là, il faut appeler la police. Sinon, vous pouvez orienter donc, vers un service d'aide en fonction des besoins. Donc, pour les francophones, c'est la ligne d'écoute violence conjugale ou le centre de prévention des violences conjugales et familiales. Ou alors, si c'est ni des francophones ni des néerlandophones, alors le site access.eu. Et s'il y a violence sexuelle, le CPVS ou la ligne SOS Viol. S'il y a un besoin d'hébergement d'urgence, le SAMU social. Et si vous avez face à vous un auteur, donc c'est la ligne violence conjugale ou la SBL Praxis. Pour les néerlandophones, donc c'est le 1712 ou le CAOE pour les victimes, le CPVS ou le CAOE pour les violences sexuelles, le SAMU social en cas de nécessité d'un hébergement d'urgence et le 1712 pour les auteurs. Donc voilà, ça c'est le résumé. Donc voilà, moi j'en ai fini pour la présentation de la brochure. Merci à tous pour votre attention. Je propose alors qu'on prenne les questions, s'il y en a. Je regarde parce que je ne vous voyais plus. J'ai arrêté le partage normalement maintenant. Ah d'accord, voilà. Voilà. Donc, s'il y a des questions directement sur la brochure, Mélinée et moi serons ravis de répondre. Si c'est plus concernant la prise en charge des victimes, Madame Zaza est là. Sachant qu'on peut partager nos coordonnées sans problème à Madame Herzl s'il y a des questions qui interviendraient par la Voilà, suite, bien sûr. Voilà. bonne idée. Je ne vois pas des mains. Vous pouvez cliquer sur la petite main ou poser votre question dans le chat. Mais je n'en vois pas pour le moment. Je ne vois pas les questions. C'est qu'on a été très clair. Voilà, je suppose. Ainsi que la brochure. Donc, voilà. On a toutes les informations pour relier la personne.
En tout cas, ce qui est important dans la préparation, qui est apparu encore plus important dans la préparation du webinaire, c'est vraiment pour les services de police, il est important d'identifier le 101 comme le seul recours en cas d'urgence. Toutes les lignes d'écoute dont Mélina vous a parlé ne sont pas des lignes pour une intervention de la police ou pour une intervention urgente. Ce sont des lignes d'écoute et de soutien et non pas des lignes d'urgence. Et donc ça, c'est vraiment capital de le signaler. Voilà, on ignore si le type de situation qu'on vous a présenté aujourd'hui se présente souvent dans vos officines. Personnellement, j'étais voir ma pharmacienne pour savoir si elle avait bien reçu la brochure. Elle l'avait bien reçue, elle était ravie et elle m'a dit que ça arrivait très souvent et donc elle était très contente. Mais je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes. Voilà, c'est un outil de plus. Ce n'est pas un outil miracle, c'est un outil qui s'inscrit dans le cadre, comme on l'a dit, d'un cadre global de faciliter l'accès à l'information pour les acteurs de première ligne et pour les premières personnes concernées. Et voilà, vous n'hésitez pas s'il faut des copies supplémentaires, s'il faut des informations supplémentaires, on est bien sûr là. Je ne sais pas si Yamina Zaza voudrait ajouter quelque chose à tout ceci, puisque comme la plus experte d'entre nous toutes sur ces questions. Oui, j'aurais aimé répondre directement aux questions, mais voilà, en tout cas, moi, je reste disponible à répondre à vos questions qui pourraient venir par après dans les situations que vous rencontrez, pendant lesquelles vous n'auriez pas pu, vous n'avez pas compris certaines choses, décodé certaines choses, ou même savoir comment agir, parce que une situation n'est pas une autre, et parfois, il y a toutes des questions qui peuvent venir se poser. Est-ce que j'appelle la police si elle ne me l'a pas demandé? Est-ce que j'insiste? Est-ce qu'elle est en danger? Donc voilà, c'est toutes des questions qui peuvent venir, qui sont différentes et qui peuvent venir au moment où on rencontre la personne. Et à partir du moment où vous êtes plus attentif à la problématique, vous allez peut-être être même avoir plus de freins en vous disant est-ce que ce que je fais ne va pas avoir des conséquences sur si elle est hésitante, si j'ai appelé la police, est-ce qu'elle n'aura pas plus de conséquences dans sa quand elle retourne au domicile ou si elle ne part pas ou après l'intervention de la police. Donc, c'est toutes des questions qui pourront peut-être freiner les intervenants dans les prochaines interventions. Et donc, voilà, c'est à partir d'une première intervention, à partir d'une première, je dirais, information qu'on a donnée après une première aide, que d'autres questions peuvent venir beaucoup plus complexes. Et donc, à ce moment-là, moi, j'invite vraiment ceux qui se posent ces questions à téléphoner à la ligne d'écoute 0800 30 030 pour avoir les réponses à ces questions qui se sont posées au moment où on a agi ou bien au moment où on n'a pas agi ou après. Donc, Madame Zaza, donc la ligne est aussi accessible pour les pharmaciens avec des questions bien précises, bien entendu. Bien quoi. sûr. Quand on dit D'accord. toutes les personnes qui sont concernées Ouais. par la violence conjugale, de près ou de loin, et les intervenants qui peuvent poser des questions de tout ordre, même pour comprendre l'emprise, pour comprendre pourquoi elle n'est pas partie alors que j'ai donné toute l'information, pourquoi, tiens, la police est intervenue, mais je vois qu'elle est partie une fois, elle est retournée, je la revois de nouveau avec des coups, voilà, c'est toutes des questions qui peuvent, qui peuvent arriver au fur et à mesure et auxquelles le 0800 ou le centre, nous tenons une permanence téléphonique et nous pouvons répondre à toutes ces questions. Ok, merci. Moi, j'ai peut-être une question. Donc, il y a plus d'un an et demi, on a fait un reportage. Donc, le canal YouTube qui s'appelle Would You React a fait un reportage dans les pharmacies bruxelloises
à cause de ce mot masque 19. Et donc, ils ont utilisé des acteurs, donc une actrice et un acteur, qui venaient dans une pharmacie. La femme était clairement une victime de violence et donc l'auteur était à côté d'elle et elle, donc, elle commandait ce masque 19. Le monsieur à côté, donc l'auteur, était très impatient, il ne comprenait pas et donc en fait, l'objectif du reportage était de voir comment le pharmacien allait réagir. Mais je trouve que c'est déjà une situation très compliquée avec l'auteur qui est à côté de la victime. Donc, je ne sais pas ce que vous conseillez de faire dans un cas pareil. Moi, j'ai vu aussi ce document, enfin cette vidéo, et le pharmacien a très bien réagi. Je crois qu'il a marqué le stop à l'auteur de violence. Il avait pris la victime à part. Et je pense qu'il lui a demandé de sortir aussi. Donc, il lui a dit fermement qu'il n'acceptait pas la violence et qu'il lui a demandé. Enfin, il a clairement protégé. Et puis, il a même pris des risques. Il a protégé physiquement la personne puisqu'il a écarté l'auteur. Et voilà. Donc, c'était une réaction très appropriée. Alors, je ne sais pas si les pharmaciens rencontrent souvent ce type de situation. Je ne sais pas s'il y en a qui, dans les invités, il y en a qui ont rencontré ce type de situation. Ça m'est déjà arrivé Oui. d'avoir un couple où on sentait bien qu'il y a un stress important sans que je voyais des marques physiques, on va dire, quoi. Hein. Mhm. Mais où j'avais vraiment le besoin de pouvoir parler à la dame, quoi, d'être à son écoute. Mhm. Et donc, en effet, je lui ai fait revenir seule après, quoi, j'ai dit, voilà, il y a un médicament qui manque, en savoir que lui était au travail en journée, donc elle est venue en journée seule, quoi. Ouais. Mais Mhm. donc, c'est bien quand vous connaissez la situation, quand ça fait partie de vos patients, et donc avec lesquels vous avez une relation de confiance, mais ce que moi j'ai déjà remarqué, c'est aussi un problème dont on est parfois confronté lors de nos gardes. Mhm. Et Mhm. donc là, évidemment, la relation, elle est différente. Ouais. Vous êtes acteur de soins, vous n'avez pas nécessairement une relation de confiance avec la patiente. Ah oui, d'accord. Et Ouais. c'est des situations où vous avez eu les deux partenaires qui étaient présents en même temps? Oui, mais ça, c'était donc en journée, quoi. Donc ça, c'était pas pendant la garde. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Alors, Et c'est après, vrai que dans cette vidéo-là, l'auteur était assez excité, énervé, il intervenait. Souvent, en général, ils se font discrets, justement. C'est rare quand ils réagissent comme ça. Ils se font discrets, ils se font passer pour pour le gentil, je dirais. Et donc, ils vont pas intervenir tout de suite. Alors, dans ces cas-là, c'est bien quand on sent qu'il y a quelque chose, quand on voit qu'il y a des coups, où on sent qu'il y a une emprise très visible du partenaire sur la personne. C'est vrai que être stratégique et faire venir la personne une deuxième fois pour lui donner l'information, c'est ce qu'il y a de mieux, surtout quand la victime ne se prononce pas et ne demande rien. Elle ne demande rien parce qu'elle a peur, parce qu'elle sait que si elle retourne, que si elle n'a rien demandé et que vous intervenez et que elle n'est pas encore au clair avec sa décision. Hein. Donc, si vous intervenez, que vous appelez la police et que devant la police, elle hésite encore et elle retourne avec monsieur, l'auteur souvent ne va pas voir ça comme oh, t'as été gentil, c'est chouette, ils ont appelé la police, t'es sympa. Non, c'est quelque chose qui va encore réactiver sa violence. Et donc, il faut vraiment être très prudent et essayer le plus possible de voir la personne seule et de lui donner les informations quand elle est seule pour lui indiquer que pour partir ou bien toute action qu'elle pourrait poser, de lui demander de prévoir si elle a un scénario de protection. C'est d'abord penser à sa protection
avant qu'elle quitte le domicile, quoi. Sauf quand vraiment il y a un grand danger, on l'a assez répété, là, il faut appeler directement la police. Mais quand, et qu'elle est claire aussi pour partir, ou vraiment, bon, c'est vrai que même si elle ne veut pas partir et qu'il veut la tuer et qu'on voit qu'elle est ensanglantée, etc., là, il y a visiblement un danger. Donc, on doit vraiment évaluer quand est-ce qu'on peut, quand il y a danger et qu'on peut intervenir malgré le non-consentement de la personne, parce qu'elle est visiblement en danger, qu'il y a un danger imminent. Ça, évidemment, c'est de notre responsabilité, on doit réagir. Mais à partir du moment où on sent qu'il y a une ambivalence et qu'elle pourrait encore rester et qu'il n'y a pas un danger imminent, parfois c'est contre-productif de réagir tout de suite, quoi. Et donc, le mieux, vraiment, c'est de pouvoir donner les informations à la personne quand elle est seule. Et il faut oser parfois donner les informations, même si la personne n'a rien demandé. Donner les informations, ça ne veut pas lui dire il faut partir. Je crois que c'est aucun intervenant c'est tout à fait déconseillé, quoi, hein. Mais plutôt, voilà, je vois que vous n'êtes pas bien, vous avez des bleus. Écoutez, je n'en suis pas sûre, mais si ça devait être lié à des violences que vous avez subies, voilà. Et si c'est pas ça, tant mieux, quoi. Si vous ne subissez pas des violences conjugales et que voilà, les coups viennent euh, euh, mais je peux supposer, si c'est le cas, en tout cas, voilà les informations et lui donner, parce que souvent les femmes ne vont pas directement dévoiler les violences qu'elles vont vivre. On peut montrer notre inquiétude par rapport aux blessures, par rapport aux coups qu'elles ont eus et leur dire au cas où, même si ce n'est pas ça, mais au moins je vous les aurais données, je vous aurais donné ces informations-là. Mais au cas où, voici. Et leur dire quoi, qu'elles peuvent venir en parler et que vous pouvez leur donner les informations dont elles ont besoin. Parce que voilà, toutes les femmes, ce n'est pas parce qu'elles vivent des violences conjugales qu'elles sont prêtes à partir. Ça, c'est très important. Souvent, elles veulent que le partenaire change, elles veulent que ça s'arrête. C'est ça qu'elles veulent aussi. Et toutes ne sont pas prêtes à partir après le premier bleu, quoi, hein. Il y en a qui vont subir plusieurs cycles de violence, plusieurs phases de violence avant d'avoir ce fameux déclic où elles vont dire stop, maintenant je veux absolument partir. Donc être une écoute bienveillante, ça c'est très important parce que c'est leur indiquer qu'elles ne sont pas seules, parce que souvent l'isolement est la première des stratégies des auteurs de violence, c'est l'isolement et le silence. Et donc libérer la parole, leur donner des informations, montrer une confiance et une alliance, c'est déjà leur dire vous n'êtes pas seul. Et ça c'est un premier signal. Ok. Je vois encore une autre question. Moi, je suis pharmacien intérimaire. Est-ce que les brochures que vous avez présentées sont distribuées dans les pharmacies? Ou bien, si je suis intérimaire, est-ce que je peux avoir accès à ces brochures puisque je passe d'une pharmacie à une autre? Vous pouvez, Stéphane, elle est déjà sur notre site ou? Non, pas encore. Mais vous pouvez nous envoyer un mail et votre adresse privée, si vous voulez. On peut vous envoyer une brochure. Donc, si vous envoyez un mail à l'adresse générale de l'UPB, je vais le mettre dans le chat. Donc, Oui. puisque vous êtes pharmacienne remplaçante, c'est normal. Moi, en fait, je suis pharmacienne déjà pensionnée, mais je fais des remplacements de temps en temps. Oui, donc les brochures ont été distribuées dans chaque officine bruxelloise, mais c'est vrai que les remplaçants, on n'a pas leurs données. Oui. Donc moi, voilà, je pourrais l'envoyer parce que vous avez mon email, puisque je me suis inscrit avec mon email que vous m'avez envoyé la formation. Ah oui, d'accord. Ouais. OK.
On va s'en occuper. Y a-t-il encore d'autres questions? Je ne vois plus de questions. Donc, je crois qu'on peut clôturer la soirée. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation. Merci Madame Oakley, Madame Vandenborre et Madame Zaza pour donner les explications, pour répondre aux questions. Et comme vous avez dit, vous êtes disponible pour toute question supplémentaire par après. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. une excellente Merci. soirée à tous. Merci à vous. Merci. Et à vous aussi, merci. Merci, Au une très bonne soirée. À Oui. vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.